Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans À l'air libre. Nous sommes le 17 décembre 2020 au sommaire de cette émission. La révolution tunisienne fête ses 10 ans. Que reste-t-il du printemps arabe? Le point avec notre correspondante en Tunisie, Lilia Blaise. Retour avec Nejma Brahim de Mediapart sur le meurtre de Maouda, une fillette kurde de 2 ans tuée par la police belge en 2018. Un drame qui a failli être passé sous silence. Nouvelle illustration de la tragédie des migrants en Europe. Et avec Lénaïque Bredou, nous parlerons d'un sujet difficile, les violences sexuelles dans l'industrie du porno. Vous entendrez le témoignage exclusif d'Amélia, une jeune femme qui raconte l'envers du décor. Bienvenue donc dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. C'est une affaire qui a ému la Belgique et qui porte un nom, Maouda. Maouda, une fillette kurde de 2 ans, tuée par balle lors d'une course-poursuite entre la police belge et un camion qui transportait des migrants en mai 2018. Un drame de plus dans la tragédie des migrants en Europe qui se déploie sous nos yeux. Bonjour Nejma Brahim. Bonjour Mathieu. Tu es journaliste à Mediapart et tu as suivi pour nous à Mediapart le procès à Mons en Belgique qui vient de se terminer du policier qui a tué cette jeune fille. Procès où comparaissaient aussi les passeurs de la famille kurde de Maouda qui tentait de gagner le Royaume-Uni. Avant d'en venir avec toi à ce procès, on va voir cette vidéo diffusée sur Instagram par des activistes qui ont voulu que l'on n'oublie pas cette affaire. Un dessin animé pour rappeler le souvenir de cette petite enfant de 2 ans. Nejma, sur les faits, donc, dont on voit une reconstitution dans cette vidéo, que s'est-il passé exactement cette nuit du 16 au 17 mai 2018 où la jeune Maouda a été tuée? Une camionnette transportant des migrants qui aspiraient à rejoindre l'Angleterre a été repérée par la police sur une aire d'autoroute belge. Elle avait notamment des fausses plaques d'immatriculation. C'est ainsi qu'a débuté la course-poursuite entre la police et le camion transportant les migrants. Elle a duré 37 minutes et un policier a pris l'initiative de charger son arme et de tirer. Alors Nejma, tu as rencontré hier à Paris l'avocate de la famille de Maouda. Elle s'appelle Maître Selma Ben Khalifa. Elle t'a raconté pourquoi cette tragédie a bien failli être enterrée. Il y a vraiment failli ne pas y avoir d'affaire Maouda, puisque dans un premier temps, ce n'est pas le policier qui a été en procès ces derniers jours, mais l'ensemble des policiers qui ont fait cette course-poursuite, qui ont caché aux ambulanciers d'abord, qui sont venus chercher la petite, que la petite était morte par balle. Ils ont prétendu qu'elle était morte en étant tombée par la fenêtre de la camionnette qui fuyait. Entre les policiers, il y a une entente, évidemment, parce qu'on entend dans les radios, parce que ça a été enregistré, leur conversation radio, qu'ils entendent tous qu'il y a un tir. Ils sont tous au courant qu'il y a un tir. Ils voient une petite fille qui a une balle dans la joue. Je veux dire, elle a été touchée à la tête. La blessure est très, très, très visible. Et tous décident ensemble de prétendre qu'il n'y a pas eu de tir. Ensuite, le parquet lui-même déclarera qu'il n'y a pas eu de tir et que la petite est morte. Et alors, ils empirent encore en disant que c'est les migrants eux-mêmes qui ont tué la petite. Parquet qui n'a confirmé la cause du décès que lorsque la presse, en réalité, s'est saisie de l'affaire. Nejma, pourquoi on peut affirmer que la police a menti dans cette affaire ? Déjà parce que le policier qui a tiré a omis de préciser cela après les faits. Donc ça a créé tout un imbroglio autour de cette affaire au début. Ensuite parce qu'il y a eu 4 versions différentes avancées par les policiers ce soir-là, notamment aux ambulanciers qui sont venus chercher la petite. Alors Maouda aurait servi de bouclier humain, on se serait servi aussi de son corps, de sa tête, pour casser l'une des fenêtres de la camionnette. Et puis il y a eu aussi une version selon laquelle il y aurait eu un échange de tirs entre la police et le camion de migrants, version qui ne tient pas puisqu'aucune arme n'a été retrouvée dans le camion.
Enfin, effectivement, le parquet a quand même mis 2 jours à confirmer la cause réelle du décès. Donc tous ces éléments laissent penser l'avocate de la famille et les soutiens également de la famille de Maouda qu'il y aurait pu avoir une entente entre la police et les services judiciaires pour camoufler la vérité. Et alors justement, cette avocate que tu as rencontrée, Maître Selma Ben Khelifa, pour elle, eh bien, cette affaire, au-delà de la tragédie de ces faits, illustre la façon dont, en Europe, la police déshumanise les migrants. Il y a des opérations Médusa qui sont des opérations qui demandent à toute la police de la route d'avoir comme priorité la chasse aux migrants. Et ça les met dans un climat de déshumanisation des migrants et de chasse réellement, où il faut absolument les arrêter. Pas arrêter des passeurs, hein, arrêter des migrants. Et donc dans cette idéologie vraiment véhiculée qu'il faut arrêter les migrants, il y en a de plus en plus, c'est un fléau, il faut arrêter les migrants, eh bien ça pousse des individus à considérer que l'arrestation de migrants est le cas extrême qui est prévu dans la loi sur la fonction de police pour utiliser son arme. Alors Nejma, le procès du policier et des passeurs, il vient de se tenir en Belgique, à Mons. Quelles peines ont été requises ? Alors malgré un réquisitoire strict, le ministère public a requis 1 an de prison avec sursis assorti d'une amende à l'encontre du policier, 7 et 10 ans de prison ferme à l'encontre des 2 passeurs présumés. Les avocats des passeurs présumés ont plaidé l'acquittement. Pour eux, ils estiment que leurs clients sont des victimes dans cette affaire. Ils pensent que le véritable convoyeur et le véritable chauffeur auraient pris la fuite au moment où la camionnette se serait immobilisée. Et d'ailleurs, il n'y avait plus personne à l'avant de cette camionnette à ce moment-là. Donc soit ils se seraient mis à l'arrière du camion, soit ils auraient pris la fuite, effectivement. Alors, Nejma, dans ce procès, le délibéré est attendu le 12 février 2021. Tu as demandé hier à Maître Ben Khelifa ce qu'elle pense des peines requises contre le policier et ce qu'elle attend du verdict. Je ne suis pas quelqu'un de favorable à la prison en général. Cependant, le réquisitoire du ministère public tellement strict, il n'avait pas à faire ça, c'était complètement insensé. Sortir son arme et la charger alors que c'était des migrants, alors qu'il y avait des enfants, c'est complètement fou, personne ne doit faire ça, aucun autre policier n'a fait ça. Enfin, cette sévérité pour en arriver à 1 an avec un sursis, ça a quelque chose de tellement disproportionné qu'on en vient à dire c'est de nouveau la théâtralisation de l'impunité. Qu'attendez-vous du jugement qui sera rendu en février 2021 ? Je n'attends pas grand-chose parce que l'impunité de la police est un phénomène que ce procès dénonce, mais qu'il faudra continuer à dénoncer à plus long terme. Parce que tant en France qu'en Belgique, on constate que les violences policières deviennent de plus en plus exacerbées et que le corps se protège de plus en plus et finit par être un État dans l'État auquel on sent que même un procureur a peur en fait d'être trop sévère à leur égard. Et donc il faut que la justice remplisse son rôle de second pouvoir, non, quand l'exécutif exagère, quand la police exagère, la justice est là pour dire non, mais ils ne remplissent pas ce rôle suffisamment. Alors Nejma, le sociologue des migrations belge François Gemmen, que nous avions d'ailleurs reçu dans cette émission à l'Air Libre il y a quelques mois, a eu cette phrase lors d'un entretien à la télé belge. Il a dit « C'est un assassinat politique au sens où ce sont nos politiques d'asile en Europe qui ont rendu ça possible ». En effet, d'ailleurs, l'avocate Selma Ben Khelifa l'a rappelé au cours du procès, le policier n'est pas le seul responsable dans cette affaire. Elle dit qu'il y a des responsabilités à aller chercher ailleurs, notamment parce que la politique migratoire belge, mais française aussi et européenne, permet ces opérations de chasse aux migrants et crée d'une certaine manière une politique de non-accueil. Et sur cette affaire, on vous signale un livre qui s'appelle « 2 ans et l'éternité », signé Vincent Engel et Michel Bouffiou, paru aux éditions Caire, dont les ventes sont reversées à la famille de Maouda. D'ailleurs, Nejma, cette famille, est-ce que tu as des nouvelles ? Où sont-ils et comment vont-ils ? Alors, ils essayent d'avancer du mieux qu'ils peuvent après un tel drame. Leur petit garçon qui a vécu les faits, qui était dans la camionnette ce soir-là,
a été traumatisé pendant plusieurs mois, mais il va mieux aujourd'hui. Ils ont eu un autre enfant, les parents de Maouda. Ils sont toujours en Belgique. Hein. Ils sont à Bruxelles, effectivement, et le père suit actuellement une formation, donc ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Ils ont une carte de séjour temporaire d'1 an qu'ils essayent de renouveler chaque année. Merci beaucoup, Nejma Brahim de Mediapart. On te lit évidemment sur le site dans les prochaines semaines. À bientôt. À bientôt. On accueille maintenant Lénaïque Bredou. Bonjour Lénaïque. Bonjour. Prends le temps de t'installer, journaliste à Mediapart, responsable éditorial chargé des questions de genre. Tu enquêtes particulièrement sur les violences sexuelles et tu publies aujourd'hui le témoignage exclusif d'une jeune femme qui s'appelle Amélia et raconte l'enfer qu'elle a vécu dans l'industrie du porno. Alors ce témoignage exclusif, il fait suite à une autre enquête publiée récemment dans Mediapart qui révélait que 2 producteurs français de films pornographiques, Pascal OP, de son vrai nom Pascal Olitro, et JD, ont été récemment mis en examen pour viol, proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains aggravé. Léna, est-ce que tu peux nous parler de cette enquête qui touche ces producteurs et par ricochet des noms bien connus de l'industrie pornographique en France ? Oui, donc en fait, c'est une enquête qui a commencé il y a plusieurs mois à Paris et qui a débouché mi-octobre, après l'ouverture d'une information judiciaire, à la mise en examen pour des chefs, pour des motifs extrêmement lourds. Hein. Effectivement, tu l'as rappelé, viol, proxénétisme aggravé, traite des êtres humains aggravés, visant 4 personnes, dont 2 producteurs connus en fait du porno français, qui sont connus sous leur nom d'artistes, si je puis dire, de producteurs en tout cas, Pascal Opé et Matadix. Le premier ainsi qu'un de ses collaborateurs sont aujourd'hui en détention provisoire. Ils sont bien entendu, il faut le rappeler à chaque fois parce que c'est important, ils sont bien entendu présumés innocents. Dans le cadre de cette enquête, il y a 5 plaintes, il y a 5 plaignantes qui en fait ont été mises ensemble, rassemblées. Qui ont été rassemblées, par les enquêteurs dans le cadre de leurs investigations. Et ça s'inscrit plus généralement dans un contexte de mise en cause de l'industrie du porno, en France et à l'étranger, on y reviendra, mais en France aussi, parce que les vidéos qui sont au cœur des investigations des enquêteurs se sont retrouvées, pour certaines d'entre elles, sur des plateformes extrêmement connues, ayant pignon sur rue, comme Jackie et Michel et Dorcel. Alors Léna, on va écouter dans un instant ce témoignage, une partie en tout cas du témoignage d'Amélia, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en intégralité aujourd'hui sur Mediapart et sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, une question. Depuis que tu as publié il y a quelques heures le témoignage d'Amélia, on a vu fleurir les habituels commentaires ironiques, parfois sexistes ou carrément insultants, hein, du genre, on fait très vite, mais du genre, elle l'a bien cherché, il ne faut pas s'étonner, etc. Pourquoi c'est important, au contraire, pour Mediapart de publier cette histoire? Bon, d'abord, il faut savoir que les femmes qui ont subi dans l'industrie du porno parlent peu, ou alors on ne les écoute pas, et pour cause. D'ailleurs, Amélia elle-même nous l'a dit d'emblée, a en quelque sorte déjà répondu par avance à ses commentaires, parce que ça a été un énorme travail pour elle, un énorme investissement de se dire qu'elle allait témoigner devant la presse. Elle s'est posé la question de son anonymat, elle a finalement choisi l'anonymat et elle nous l'a expliqué, elle tenait à l'expliquer en disant que justement la société aujourd'hui dans laquelle nous vivons n'est pas bienveillante, je reprends ces mots, avec les victimes de viol ou d'agressions sexuelles, et aussi que la société n'est sans doute aujourd'hui pas prête à entendre, du moins c'était sa crainte, ce qu'elle a à dire sur l'envers du décor du porno, tant le porno est rentré dans nos vies, dans notre quotidien, et fait partie du quotidien de millions de personnes. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté exactement, Amélia? Une sorte d'engrenage et une sorte de piège aussi? Alors, ce qu'elle nous a raconté à plusieurs reprises, parce que nous l'avons rencontrée 2 fois, Amélia, une première fois en novembre, une seconde fois à Mediapart avec Valentino Berti et Yumni Kezouf, justement pour aussi avoir un enregistrement audio de sa voix. C'était aussi important pour elle, dans la volonté qu'elle avait de diffuser son message. Donc, ce qu'elle raconte pendant des heures, en fait, c'est une sorte de descente aux enfers qui se manifeste au départ par un stratagème qui est mis en place de conditionnement, en réalité, d'une jeune femme. Aujourd'hui, elle a 28 ans, elle a à l'époque une vingtaine d'années, dans une ville moyenne de l'Île-de-France, qui s'ennuie un peu, qui cherche un peu sa vie, ce qu'elle veut faire, et qui se trouve hameçonnée, en fait, sur les réseaux sociaux via un profil Facebook
qui, par des échanges quotidiens, raconte-t-elle, va la conditionner et l'amener à finalement faire sauter des digues progressivement. C'est ce qu'elle raconte très bien, c'est-à-dire que vous acceptez une première chose, enfin vous donnez l'impression que vous acceptez, parce qu'en réalité, on n'écoute jamais quand elle dit non, on n'accepte jamais quand elle dit non, et vous êtes prise dans un engrenage de descente aux enfers progressive, où plus rien ne vous rattrape jamais, jusqu'à subir des actes d'une violence insensée, ce qu'elle raconte est d'une immense violence, de scènes tournées, pour le dire, pour donner une illustration, voilà, avec plusieurs dizaines d'hommes dans une pièce dont elle ne connaît pas l'identité, dont elle ne sait pas qui c'est, où la caméra tourne dès qu'elle arrive, donc elle ne peut plus revenir en arrière, et voilà, jusqu'à ce que les vidéos soient finalement diffusées sur Internet, ce qu'on ne lui avait pas dit, et que sa vie s'écroule. Elle dit, ma vie a été détruite. Raconte, j'ai plus d'amis à partir de ce moment-là, je suis complètement isolée. Alors justement, je crois qu'il est temps d'écouter cet extrait, un premier extrait du témoignage d'Amélia, où dans cet extrait, elle comprend en fait que les faits qui se sont déroulés se sont passés sans son consentement. Précaution nécessaire, à vous qui nous regardez, les propos qu'on va entendre sont très difficiles. J'ai mis 4 ans à comprendre que j'étais victime de viol. 4 ans. J'étais une personne qui était quand même... j'avais pas trop de soucis dans mon intimité de base. Voilà, quand j'étais en couple, j'avais pas de problème. Et je me suis retrouvée avec tous les problèmes du monde. J'ai perdu toute mon identité sexuelle, si je puis dire. Je savais, tout déjà me rappelait les actes. Moi, sur le coup, je me suis dissociée en fait. Je me suis mis en off, c'est souvent ce qu'on entend. Je subissais sans ressentir. Mais après, par contre, ça nous revient à la tronche x10. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en plus, j'étais en couple. Donc en fait, toute la vie intime qu'on pouvait avoir, elle me rappelait en fait. Et pas en bien. Et c'est là où j'ai compris qu'il commençait à avoir un problème. Parce que le corps, il ment pas. Le corps, il ment pas. Et j'ai été marquée. J'ai été marquée de certains actes. Et même si mon cerveau ne voulait pas, mon corps, il était là pour me le rappeler. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'ai dû tout refaire à zéro. Et encore, je vous dis ça, là, ça fait 5 ans. Et je commence seulement à me réouvrir à une intimité sexuelle. Alors on l'entend, cette expérience subie a totalement bouleversé sa vie. Et aujourd'hui, elle a un message pour ceux qui consomment du porno. J'aimerais dire à ces hommes-là d'être au courant de ce qu'ils regardent. En fait, c'est juste ça. Alors si ça vous plaît de regarder des femmes violées, ça ne me regarde pas, mais au moins que vous soyez au courant. Moi, je dis que vous devez être au courant qu'il y a certaines vidéos que vous regardez qui sont des femmes qui n'ont jamais donné leur consentement, qui ne savent même pas la plupart du temps ce qu'elles font, et qui sont, on peut le dire, violées. Donc, si vous êtes au courant de ça, alors la bienveillance et la normalité feraient que normalement ça vous dérangerait. Mais si ce n'est pas le cas, là c'est un autre problème. Léna, on vient d'écouter donc ces 2 témoignages assez difficiles. Il faut dire que ces témoignages, ils ne sont pas isolés. Par exemple, aux États-Unis et au Canada, le géant du porno Pornhub, 3,5 milliards de visites par mois, a été mis en cause par une enquête du New York Times que l'on voit ici s'afficher, tout simplement parce qu'il héberge des milliers de vidéos d'actes sexuels qui sont en réalité des viols purs et simples, parfois d'ailleurs, sur des mineurs. Une enquête qui a eu un retentissement planétaire. Oui, exactement, parce que justement, c'était tout d'un coup la mise en cause d'un système général. Il faut bien comprendre que Pornhub, c'est la plus grande plateforme du monde de mise à disposition de vidéos pornographiques. Et donc, on a vu cette fois une immense réaction se produire, un choc en réalité, puisque les 2 opérateurs de carte bleue, Visa et Mastercard, ont interdit les paiements sur cette plateforme et qu'aujourd'hui, Pornhub a été obligé de supprimer plus de 8 millions de vidéos. Alors, si on revient en France, comment l'industrie du porno accueille cette enquête de justice, les témoignages comme ceux d'Amélia? Est-ce qu'elle se remet en question ou est-ce que c'est le dos rond, le silence en attendant que ça passe?
Alors, il y a eu d'abord un dos rond, puis ensuite, face aux mises en cause, en fait, qui s'accélèrent de ces derniers mois, il y a eu le lancement chez certains grandes figures du porno, notamment Marc Dorcel, la mise en place de chartes de déontologie pour davantage, disent-ils, vérifier la manière dont sont tournées les scènes qu'ils diffusent. Ces chartes de déontologie, pour vous donner un exemple, Amélia, elle en rit en fait, en disant tout simplement, enfin elle en rit de manière tout à fait cynique, mais en disant, bah voilà, c'est comme comment vous voulez réglementer le viol, parce que ce qui se passe aujourd'hui, les enquêtes qui sont en cours, portent déjà sur des faits illégaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un besoin de réglementer davantage, on est dans l'application du droit. Or, cette application du droit, en tout cas du moins ce que l'enquête dit pour l'instant, porte la question de viol, de proxénétisme aggravé, de traite des êtres humains. Par ailleurs, il faut bien voir, ce que disent aussi pas mal de gens qui travaillent sur cette question, c'est que c'est un problème de modèle économique. Et c'est la raison pour laquelle ce sont aussi les géants du secteur qui sont mis en cause aujourd'hui. C'est que le porno coûte cher à produire et que très souvent, eh bien voilà, on se retrouve dans des conditions de tournage qui, du coup, remettent en question une possible réglementation, comme on dit, qui existe déjà par ailleurs. Merci Lénaïque Bredou de Mediapart. On te lit bien sûr sur le site. On va partir maintenant et tu restes avec moi dans un pays que tu connais bien, la Tunisie. Tout a commencé le 17 décembre 2010 avec l'immolation dans le sud tunisien d'un jeune vendeur ambulant désespéré. Il s'appelait Mohamed Bouazizi et son geste a déclenché un mouvement de révolution dans une partie du monde arabe. Rappelez-vous, manifestation monstre le 14 janvier 2011 à Tunis devant le ministère de l'Intérieur, symbole d'années de répression. Voilà, on entend les manifestants crier « Dégage, dégage !» et quelques heures plus tard, le dictateur Ben Ali, le grand ami des diplomaties européennes, qui fuyait le pays. Alors cette révolution tunisienne, elle a déclenché un grand vent de contestation en Égypte, en Libye, au Yémen, à Bahreïn, en Syrie. Des révolutions aux fortunes très diverses, puisque bien sûr la révolte syrienne a été réprimée dans le sang par le dictateur Bachar el-Assad et suivie d'une guerre atroce où des centaines de milliers de civils ont été tués. Mediapart consacre aujourd'hui un dossier spécial à cet anniversaire avec un entretien de Joseph Confavreux avec l'historienne Leïla Dakli et un article de Nadia Laïla Essaoui et Ziad Majed sur ces révolutions arabes qui se sont suivies et ne se ressemblent pas. Nous sommes en duplex avec Lilia Blaise. Bonjour Lilia. Bonjour. Tu es notre correspondante en Tunisie où donc tout a commencé. Lilia, tu es revenue récemment, 10 ans plus tard, à Sidi Bouzid, cette ville pauvre du sud tunisien où Mohamed Bouazizi s'était immolé. Sidi Bouzid qui a d'ailleurs été agité régulièrement ces dernières années par d'autres contestations. Quel est le sentiment des jeunes que tu as interrogés là-bas ? C'est un sentiment mitigé parce que le taux de chômage de la jeunesse en Tunisie est de 36%, ce qui est beaucoup pour un pays dont la jeunesse représente près de 51% de la population. Et Sidi Bouzid est touché comme d'autres régions intérieures. Sur place, j'ai pu rencontrer divers profils. Il y a les profils très actifs des jeunes du quartier Haïnour, qui est l'un des quartiers en fait qui avait été le premier à bouger après la mort de Mohamed Bouazizi. Ces jeunes-là sont assez désabusés par la tournure qu'a pris la transition démocratique, notamment la classe politique. Mais ils sont assez actifs. Il y a une vraie conscience politique, un vrai regard, une vigilance aussi sur ce que font leurs politiques et même leurs représentants municipaux. L'un d'eux, Wajdi, m'a parlé par exemple de projets publics bloqués à Sidi Bouzid, du problème de la corruption avec les pistons qu'il faut avoir pour avoir tel ou tel poste, mais aussi de la relation entre la police et les jeunes, qui est toujours un peu compliquée sur place, notamment pour des jeunes comme lui qui ont participé aux manifestations, qui continuent de protester parfois face à l'injustice ou face à des problèmes liés à l'emploi. Donc, il considère que le système policier ne s'est pas réellement réformé, puisqu'il continue de le harceler. J'ai aussi parlé sur une note plus positive avec des jeunes qui, eux, se sont
lancés dans des projets entrepreneuriaux. Alors, l'entrepreneuriat en Tunisie a vraiment augmenté après la Révolution, avec plus de 31% d'entreprises qui ont été créées, des petites PME. Le statut d'auto-entrepreneur aussi a été adopté récemment. Il y a eu une loi pour encadrer les startups. Alors évidemment, ce n'est pas le remède au chômage, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des projets qui se développent, que ce soit à Sidi Bouzid ou dans d'autres régions de la Tunisie, et qui sont le fait en fait d'une volonté de certains jeunes de s'en sortir autrement. Alors Lilia, tu l'as dit, il y a eu de nombreux soubresauts ces dernières années en Tunisie, une nouvelle constitution, mais aussi des périodes tragiques, des assassinats politiques, beaucoup de tensions et cette question de la corruption qui reste toujours assez présente. Donc est-ce qu'on peut dire que la Tunisie aujourd'hui est devenue une démocratie ou alors que les structures du régime passé et cette corruption qui était endémique à l'époque sont toujours présentes ? Alors c'est une question vraiment intéressante parce qu'en fait c'est vraiment un peu le sujet actuel 10 ans après la Révolution, c'est à quel point le système, comme l'appellent les Tunisiens, le système dictatorial, le système de corruption a été réellement démantelé ou non. On est un peu à un tournant dans ces débats-là parce que d'un côté le manque de popularité du Parlement fait qu'en fait les gens perçoivent les élus politiques et la classe politique en général comme corrompus puisqu'ils voient les parlementaires se disputer sur certaines affaires qui n'ont rien à voir avec des affaires d'ordre d'intérêt public. Donc c'est un peu commun en Tunisie d'entendre que la classe est corrompue. Et puis en même temps, d'un autre côté, le Parlement joue quand même toujours ce rôle de garde-fou dans le cadre du pouvoir. C'est-à-dire que finalement, on est dans un régime semi-parlementaire. Et donc, c'est grâce à l'existence du Parlement qu'il y a un peu un équilibre des pouvoirs. Moi, je dirais qu'il y a aussi des progrès sur les institutions de l'État, notamment celles qui ont été créées après la Révolution. On a eu une instance de lutte contre la corruption qui a quand même révélé pas mal d'affaires, qui joue un rôle assez soutenu. Après, c'est évidemment à la justice de faire le suivi. Et puis, il y a aussi l'instance Vérité et Dignité, une instance qui était chargée en fait de faire la lumière sur les violations à la fois de l'État pendant l'ère Bourguiba, mais aussi l'ère Ben Ali, et aussi la période juste après la Révolution. L'existence de cette instance, le fait qu'elle ait pu enquêter sur près de 60 000 plaintes qu'elle a reçues sur ces violations, le fait qu'elle ait pu publier un rapport, qu'elle ait transféré des cas dans des procès qui sont actuellement en cours, et aussi faire des auditions publiques, a aidé en fait à démanteler à la fois le système de violation, mais qui passe de violation des droits humains, mais aussi de violation économique, donc de corruption. On avait eu par exemple dans l'une des auditions publiques l'un des membres du clan Travelsi, Imed Travelsi, qui avait fait un témoignage vidéo depuis sa prison où il avait bien expliqué le système de corruption dans lequel il était entré et comment le système clientélisme de Ben Ali fonctionnait. Alors pour revenir en fait à la période post-révolution, c'est plutôt du coup les institutions créées avant la Révolution qui, elles, ont du mal un peu à se défaire d'une corruption un peu endémique. On le voit notamment dans la crise de la justice actuellement, la justice qui est censée être l'un des piliers de la démocratie. Pour l'instant, ça fait 4 semaines que les juges, les magistrats sont en grève. Et il y a des réelles affaires de corruption que des magistrats en fait s'accusent mutuellement d'être l'objet. Donc c'est quand même assez inquiétant que la justice elle-même se dise corrompue. Et puis on a aussi sur le plan de la petite corruption, la corruption ordinaire, des choses qui continuent de se voir, qui font partie finalement du quotidien en Tunisie, le fait de devoir payer un café ou de glisser un billet pour obtenir une procédure administrative tout à fait banale, le fait de devoir des fois attendre des mois si vous ne donnez pas justement un pot de vin. Ça, c'est des choses dont se plaignent beaucoup les Tunisiens et qui gangrènent un peu le quotidien. Alors une dernière question, Lilia, le soutien qui fait toujours parler beaucoup en Europe, le soutien de Ben Ali à l'étranger était beaucoup dû au fait qu'il était vu comme un rempart contre les islamistes. Depuis, le parti islamiste Ennahda a dirigé un gouvernement. Quel rôle joue-t-il aujourd'hui dans la vie politique, en quelques mots ? Alors en fait, il est toujours très présent, déjà parce que Rached Ghannouchi, le leader historique de Ennahda depuis plus de 20 ans,
et le président du Parlement. Et puis, il joue un rôle assez actif dans la vie médiatique, politique et dans les négociations politiques. Après, le parti Enarda a 54 sièges à l'Assemblée. Il n'est pas majoritaire, mais il a le plus de sièges. Il n'a pas une majorité. Et il en a aussi beaucoup perdu depuis l'Assemblée constituante de 2011, où il avait 89 sièges. Il a aussi perdu énormément d'électeurs, plus d'1 million en 9 ans. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est un parti qui doit toujours plus ou moins faire face à sa survie dans l'échiquier politique, parce que à la fois il n'est pas majoritaire, mais en même temps c'est un acteur important. Et il s'attire énormément les foudres de certains courants d'opposition qui ne veulent pas en fait négocier avec ce parti-là. Donc à la fois c'est un parti qui essaye de se muter dans une vie démocratique, qui veut s'imposer comme un parti démocratique, mais qui fait face toujours à une opposition plus ou moins forte. Alors ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant on avait un peu ce consensus en Tunisie, où au moment des élections, certains partis commencent à dire qu'ils sont anti-islamistes. Et puis, une fois que les élections passent et qu'il y a le jeu parlementaire qui se fait, c'est des partis qui vont faire des alliances avec le parti islamiste, etc. Là, aujourd'hui, il y a une personne avec son parti qui incarne une opposition farouche aux islamistes, une personne qui est complètement contre-révolutionnaire, qui s'appelle Abir Moussi, qui a un parti qui s'appelle le Parti des Syriens libres. Donc, elle représente un peu le régime de Ben Ali, puisqu'elle avait une place dans le parti de Ben Ali, le Rassemblement constitutionnel démocratique. Et elle, en fait, c'est un peu la première fois on a une opposition aussi radicale au parti islamiste. Alors même si elle a peu de sièges à l'Assemblée, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de battage médiatique, qui s'oppose constamment à Rached Ghannouchi dans les séances plénières. Et donc c'est un peu la nouveauté, cette nouvelle polarisation autour du parti islamiste. Merci Lilia, tu es à Tunis et on te lit bien évidemment sur Mediapart. À très bientôt. Au revoir. On passe maintenant aux 24 heures Mediapart. Si vous n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24 heures, séance de rattrapage. C'est inédit, les deux principaux syndicats de magistrats ont annoncé aujourd'hui qu'ils déposeraient plainte contre leur ministre de tutelle, Éric Dupond-Moretti, plainte devant la Cour de justice, justice de la République, seule habilitée à juger des ministres dans le cadre de leurs fonctions. Le ministre est accusé de prise illégale d'intérêt. Fabrice Arfi et Michel Deléan vous font le point. Des nouvelles de la loi séparatisme et plus précisément de la charte des imams voulue par Emmanuel Macron. Selon des documents que nous publions, la dernière version en date obligerait les signataires à affirmer que le racisme d'État n'existait pas, une mise au pas qui suscite de nombreux remous. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui, c'est aussi fini pour cette année 2020, année pourrie, on va pas se mentir, mais une année aussi où ce projet d'émission en accès libre de Mediapart est né au tout début du confinement. À l'air libre, c'était alors une riposte à la vie confinée, une émission solidaire aussi pour nous tenir chaud. La première, rappelez-vous, c'était le 18 mars et vous allez voir, c'était assez rudimentaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans À l'air libre, la nouvelle émission de Mediapart. Alors nous sommes confinés, j'ai moi-même bricolé un petit studio dans mon salon, nous sommes confinés, mais l'idée c'est que l'information, elle, ne le soit pas. Donc on vous donne rendez-vous ici tous les jours. À l'air libre, c'est un espace d'information, de discussion, de témoignage autour de cette situation inédite, hors du commun, dans laquelle nous sommes tous plongés. C'est une émission en direct, un live comme Mediapart vous en propose régulièrement, mais de chez nous, chacun chez soi donc, mais tous ensemble. Voilà, de notre cuisine, de nos bureaux à ce studio, on est très content du chemin qu'on a fait avec vous. On se retrouve, nous, évidemment, le lundi 4 janvier avec encore plus d'invités et de reportages. Entre-temps, vous pouvez voir toutes nos émissions en replay sur Mediapart et notre chaîne YouTube. On va remercier, parce que c'est Noël, l'ensemble de l'équipe. On va tous les citer. Petit Tunnel, Armel Baudet, Audrey Bauduin, Jimmy Beaufils, Martin Bessin, Pierre Catan, Julien de Cognac, Pierre Driot, Robin Dubois, Julien Elbar, Antoine Faure, Stella Guillaume, Christophe Guignot, Alexandre Huet, Youmni Kezouf, Bastien Prévosto, Justine Mazoyer, Célia Mebroukine, Valentine Auberti et Sébastien
et Stéphane Pruvot. Samedi sur Mediapart, ne manquez pas notre documentaire Vivre en ce jardin, un film plein de bonnes vibrations pour finir cette année plombante. Dimanche, en studio, on parlera de la pertinence du tirage au sort avec Hélène Landemort. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes, une bonne fin d'année. Prenez soin de vous, pensez spécial à celles et ceux qui passent cette période isolée. On pense à vous et plus que jamais, haut les cœurs.